Bien le bonjour les Inxos, on se retrouve aujourd'hui pour parler comme convenu de Nightwing Infinite, en tout cas le tome 1 qui s'appelle Le Saut dans la Lumière. Scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Bruno Redondo. Alors ça c'est sorti il y a un an, en janvier 2022, donc une fois de plus j'arrive à la bourre. On est sur un tome qui fait, tout comme le tome 1 de Flash Infinite, 160 pages pour la somme de 17 €. Et Nightwing, c'était un personnage dont je voulais faire une priorité pour cette ère Infinite, puisque je n'ai lu que très peu de Nightwing à l'époque des New 52. J'avais trouvé trop d'interférences de la part de ce qu'avait fait Scott Snyder avec la cour des hiboux dans le run de Nightwing, et ça me saoulait. Et du coup, j'avais arrêté après le tome 2. J'ai pas lu du tout Nightwing Rebirth parce que j'ai eu que des mauvais retours. Donc je voulais vraiment faire passer Nightwing un petit peu avant les autres concernant cette ère Infinite. Et donc j'ai laissé sa chance à ce tome 1. Regardez-moi ça comme c'est sublime. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? On retrouve Dick Grayson qui a retrouvé une partie de sa mémoire puisque dans le passé, il a eu un choc qui l'a fait plonger dans une amnésie profonde. Et il avait un petit peu raccroché les gants, il avait oublié sa carrière de Nightwing. Tout ceci nous est bien évidemment raconté dans cet édito d'Urban Comics, qui à chaque fois nous gratifie d'un petit résumé pour nous raconter tout ce qu'on aurait loupé si jamais on n'est pas à fond dans la continuité. Tellement d'events, tellement de trucs que tu es très vite perdu, et c'est ça le problème avec la continuité. Et c'est comme un jeu en ligne en fait, la continuité. Si tu laisses passer 2 mois sans jouer, donc là 2 mois sans lire, tu es complètement largué. Voilà. Tu es complètement largué, et c'est exactement ce qui se passe sur des personnages comme Nightwing. Bref, il a retrouvé une partie de sa mémoire et donc du coup il est redevenu Nightwing et il arpente de nouveau les rues de Bloodhaven. Voilà. Pour combattre la criminalité, loin de Batman et de la Bat-Family, enfin, loin, géographiquement parlant, hein. Pas sentimentalement parlant, voilà. On nous apprend, attention, spoiler alerte, qu'il est le digne héritier d'Alfred Pennyworth. Alfred Pennyworth est mort, d'où le spoiler alerte. Et en fait, ce qu'on ne savait pas concernant ce vieillard, comment je parle d'Alfred, c'est qu'il était multimilliardaire lui aussi. Il était à la tête d'un capital sans précédent, pour la simple et bonne raison que, qu'en tant que membre très proche de la famille Wayne, il avait investi dans des actions dans les entreprises Wayne, et de ce fait, il avait beaucoup de pognon. En plus de ça, il était nourri, logé, blanchi, si tu veux. Donc du coup, il n'a jamais eu à claquer un seul centime, Alfred. Donc forcément, tout ça mis sur des comptes, ça a fait des petits. Et il s'est avéré qu'à sa mort, Alfred, il était à la tête d'une fortune colossale, estimée en milliards de dollars, hein. Et en fait, il désigne Dick Grayson, qu'il a toujours considéré comme son fils adoptif, quelque part, puisque c'était le premier enfant dans la Batcave, hein. Il désigne Dick Grayson comme son héritier. Et donc, c'est Barbara Gordon qui apprend la nouvelle à Dick dans son appartement à Bloodhaven. La question est, qu'est-ce qu'il va en faire de tout cet argent, Dick Grayson, finalement? Parce que lui, c'est un garçon assez simple, hein, il se contente d'un appartement miteux, enfin voilà, il préfère laisser passer les autres avant sa propre cause à lui. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il va faire de ce pognon? Donc il va y réfléchir tout au long de l'œuvre. Voilà, et dans un premier temps, il va décider de nourrir une partie de la population sans-abri de Bloodhaven, de les nourrir littéralement, hein, c'est-à-dire qu'il va leur payer un grec, quoi. Alors là, je schématise. En très gros, il va payer une pizza aux SDF du quartier, quoi. Et ça va permettre, en plus de ça, de faire d'une pierre deux coups, parce que faut savoir que le pizzaiolo chez qui ils se rendent tous, il était justement en fin d'activité, en cessation d'activité. Donc du coup, lui, économiquement parlant, ça va le relancer un petit peu, quoi. Donc voilà, ça c'est du Dick Grayson tout craché, si tu veux. Faire passer les autres avant sa propre personne. Et ce soir-là, ce soir où il paye la pizza pour tout le monde, eh bien, il y a un sans-abri avec lequel il va se lier d'amitié qui va être sauvagement assassiné au détour d'une rue, euh, sous les yeux de son fils, par un mystérieux meurtrier qui reste dans l'ombre et qui se fait appeler le sans-cœur, puisque la particularité de ce serial killer, c'est d'arracher littéralement le cœur de ses victimes au moment des faits. Voilà. Et donc forcément, Dick Grayson, en tant que dernière personne à avoir parlé à cet homme, il va être suspecté par le FBI, par les forces de police, du meurtre de ce sans-abri, et va donc devoir se justifier grâce à l'aide de Barbara Gordon. Et tous les deux vont enquêter sur cette série de meurtres qui sévit dans Bloodhaven. Et cette enquête va les mener dans les hautes strates de la société,
corrompu. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, et je vais arrêter de raconter les scénarios ici. Une fois de plus, on est sur un récit extrêmement classique. Voilà, les hautes sphères de la société qui sont pourries gangrénées par la mafia. Une fois de plus, on est sur quelque chose de très redondant quand on lit du Batman ou du Nightwing. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien de détonnant. On est sur un classique total. Et le récit ne vous surprendra à aucun niveau à ce sujet. D'autant plus que la résolution de cette intrigue, elle me laisse sur ma faim parce qu'elle s'opère extrêmement vite, de manière extrêmement banale aussi. Pas plus, c'est très compliqué de ne pas rentrer dans les révélations. Mais en très gros, tu as l'impression que le scénario a été cousu uniquement pour amener à la création d'un nouveau personnage, qui plus est, ne paraît pas si charismatique, pas si indispensable que ça. Voilà. Donc tout un scénario qui plus est va aller carrément jusqu'à faire de la retcon concernant l'origine story de Dick Grayson, voilà, pour introduire ce personnage que j'ai pas trouvé très, très utile en fait, hein. Voilà, que j'ai même trouvé extrêmement basique dans ses traits de personnalité, dans sa façon d'être. Là où je vais laisser le bénéfice du doute à Tom Taylor et à son Nightwing Infinite, c'est que tout ne se termine pas dans ce tome 1 en fait. Voilà, on est sur un arc assez conséquent quand même. Une grosse partie de l'arc est résolue dans ce tome 1, mais il y a encore des méchants en liberté à la fin du bouquin, ce qui fait qu'il va falloir aller sur le tome 2 pour vraiment boucler toute l'intrigue. Bref, c'est pas fantastique, vraiment. J'ai parcouru l'intégralité de ces 160 pages en mode poker face, quoi. Rien de bien excitant à se mettre sous la dent. Cela dit, c'était pas non plus totalement déplaisant pour plusieurs raisons. Je recommence. Déjà, visuellement, c'est juste sublime. C'est juste que là, je vous ai montré une double page qui spoil l'intérêt du scénar, donc on va éviter. Visuellement, c'est incroyable. Et là où c'est assez atypique, c'est qu'on est sur un récit Nightwing, on est à Bloodhaven. Donc là, déjà, excellent point. Pour ma part, on est à Bloodhaven, on n'est pas à Gotham. Moi, j'en ai plein le cul de voir Nightwing botter le cul des ennemis de Batman. Les scénaristes à l'époque, lorsqu'ils ont créé Bloodhaven, ils l'ont fait pour Nightwing, ils ont créé cette ville pour Nightwing, ils lui ont créé un terrain de jeu, qu'on le respecte ce terrain de jeu. Et moi je veux lire du Nightwing à Bloodhaven, je veux avoir une galerie d'ennemis qui soit propre à Nightwing, et c'est le cas ici avec notamment Blockbuster, qui est un ennemi mythique de Dick Grayson, quoi. Donc ça c'est très cool. Premier bon point, d'autant plus que l'ambiance urbaine elle est superbement bien retranscrite. On sent qu'on est dans une ville glauque. On ressent toute l'ambiance des ruelles, si tu veux, toute cette atmosphère sale qui est propre généralement au récit de Batman. Et il y a une belle utilisation de ce contexte urbain. Tu vois, c'est cette page-là, elle parle d'elle-même. J'adore cette page parce que tout est là pour moi. Tu vois, tu as le petit chat là-bas au fond, tu as la fumée qui s'échappe. Des bouches d'aération et puis des cheminées sur les toits de la ville. T'as Dick qui est donc justement en train d'apprendre le fait qu'il est héritier d'Alfred, et en fait il apprend ça assis sur la rambarde de l'escalier de service de son immeuble. Donc tu vois, c'est une belle utilisation, je trouve, du contexte en fait environnemental, et ça j'aime bien parce que ça permet d'iconiser un super-héros. Voilà, Aquaman, tu l'assieds pas sur une chaise, tu l'assieds sur un trône de corail et de coquillages. Superman, tu peux l'asseoir dans les nuages. En fait, tu vois, utiliser comme ça le contexte qui est propre à un super-héros, à un personnage, ça permet de l'iconiser. Et ça, c'est de l'iconisation pour moi. Voilà, il est là au bord du vide. Enfin, j'adore cette page, quoi. Et vous avez remarqué donc un choix au niveau de la colorisation qui est assez détonnant, parce qu'on est sur des couleurs extrêmement vives. C'est très enjoué. Et parfois, j'irais même jusqu'à dire que c'est assez féminin en fait. Il y a beaucoup de mauve, de fuchsia, de rose. Et on est sur un choix de colo qui est assez féminin. En tout cas, très flashy. Et ça peut paraître complètement détonnant pour du Nightwing. Parce que Nightwing, on est sur un contexte urbain, très glauque, avec la mafia, avec des serial killers. Un mec qui arrache le cœur de ses victimes à chaque coin de rue. Donc on est dans une atmosphère qui se veut quand même assez pessimiste et assez sale dans l'ensemble. Assez glauque. Mais avec un choix de couleur et de lumière qui est complètement à l'inverse de ça.
Et ça traduit parfaitement ce que doit être le personnage de Nightwing pour moi. Un personnage qui évolue dans ce contexte sale, mais qui lui est toujours optimiste. Et a toujours cette pointe de lumière, cette pointe de bonne humeur en lui, en fait. Tu vois. Et donc, c'est exactement ça pour ma Nightwing. Donc, je trouve que visuellement, il y a une vraie recherche. Et je trouve que c'est très intéressant la proposition de Bruno Redondo. Et notamment au niveau de la colo. Et la colo, elle est assurée par, par Bruno Redondo, apparemment. Ah non, Adriano Luca. Voilà. Donc, non, je trouve que c'est visuellement, c'est super impactant. Et on a ces points de trame là derrière qui rappelleraient le travail de Joel Jones aussi, que j'aime beaucoup également. Ça fait un peu, comment on appelle ça, tu sais, le style Andy Warhol là, dans les années 60, je trouve, par moment. C'est justement ce que j'adore dans le travail de Joel Jones. Bref. Je ne vous en dis pas plus, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce que sur Flash, je trouve que je me suis éternisé pour pas dire grand chose finalement. Donc là, on va essayer de synthétiser. Rien de folichon. Voilà, mais je vais quand même aller sur le tome 2 parce que l'arc n'est pas totalement bouclé. J'ai envie de savoir ce qui va devenir de Blockbuster. Blockbuster qui est l'espèce de caïd hein, de Kingpin de chez DC. Donc j'ai envie de savoir ce qui va devenir de ce personnage que je trouve extrêmement intéressant. Voilà, et puis Nightwing, ben, j'en lis trop rarement, donc je vais lui donner une seconde chance. Ce tome 1 ne m'a pas transcendé, mais il m'a pas non plus complètement déplu. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite et évidemment je vous en parlerai lorsque ce sera le cas. On a quand même des planches iconiques, hein. Regardez-moi, c'est cette position là, bam, avec le flash de l'hélico derrière, c'est incroyable. Le petit bémol, comme j'expliquais, c'est cette retcon qui est plus que dispensable concernant l'origine story du personnage. Ça ne le touche pas lui directement, si tu veux, ça ne change pas l'essence de Dick Grayson, et heureusement, ça ne manque pas de respect au personnage, mais je trouvais que c'était un petit peu artificiel, quoi. Tout ça pour créer un personnage qui, pour l'instant, n'a pas fait ses preuves, quoi. Ne justifie pas un tel choix scénaristique. Et je voulais dire une dernière chose, c'est que le personnage de Dick Grayson est parfaitement respecté, justement, puisqu'on n'hésite pas à faire des rapides flashbacks sur sur ce qu'il est, sur ce qu'il a été en fait. Tu vois, cette splash page par exemple, elle est magnifique parce que là, tu vois un saut. Il faut savoir que le mouvement de Dick est extrêmement décomposé à chaque fois. On voit parfaitement, tu as typiquement des scènes d'action où tu vois le personnage de A à Z en fait. Voilà. Tous les mouvements qu'il va opérer sur une seule et même page en fait. Et ça, c'était déjà le cas du travail d'Eddie Barrows sur Nightwing New 52. On avait déjà cette décomposition des mouvements. Et là, par exemple, on y est typiquement. Voilà, le saut qui est décomposé et à chaque fois on a une étape importante de la vie de Dick en commençant chez les Flying Grayson, puis ses premiers pas en tant que Robin, le Nightwing de 1985, les petits gars, voilà, 1984, la création au sein des Teen Titans, le Nightwing New 52 et puis le Nightwing classique on va dire, donc ça c'est super cool. T'as des petits flashbacks, c'est pas des flashbacks, c'est plutôt des petits clins d'œil concernant justement son passé au sein des Teen Titans, donc vraiment comment dire, l'essence du personnage est parfaitement respectée. Donc ça, c'est très cool, il n'est pas dénaturé. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. La décomposition du mouvement depuis le début. Et ça, c'est vraiment un procédé qui revient très souvent. C'est non seulement dans Infinite, par Bruno Redondo, mais également, comme j'expliquais, dans les New 52 d'Eddie Barrows, on avait déjà exactement ce genre de procédé. Donc oui, pourquoi pas, ça rajoute du dynamisme, et ça permet vraiment de voir à quel point le personnage est agile. On fait la part belle à l'agilité de Dick Grayson. Preuve en est, une fois de plus, que le personnage est parfaitement respecté. Bref, et je voulais terminer cette petite vidéo en faisant quelque chose que je ne fais pas très souvent, mais par moment, pourquoi pas, on va en profiter. C'est faire une petite review achat, enfin, c'est faire un petit achat comics, voilà, petite vidéo achat comics, parce que là je sors de Mommy Comics, j'en ai eu pour 136 € les petits gars, ma femme va me tuer, faut pas qu'elle le découvre, mais elle le saura tôt ou tard. et quoi qu'il arrive, donc voilà, le tome 2 de Nightwing Infinite, donc pas encore lu évidemment, parce que j'en sors de la librairie, hein, pas du bouquin, et donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Je vois qu'il y a Superman, donc déjà ça me parle. Évidemment, je vous en ferai la review très prochainement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté de beau? Alors là, on est sur un achat d'impulsion. Complètement. J'étais pas parti pour acheter ça, mais je suis ressorti avec ça. Et là où c'est problématique, c'est que c'est un UB40, donc ça coûte 35 €, voire peut-être même un peu plus. Donc du coup, c'est pas un achat d'impulsion à 15 balles, quoi. Voilà. C'est pas tu pars acheter un pack de bière et tu repars avec une boîte de Pringles que tu n'avais pas prévu d'acheter. Tu vois. Non, tu repars avec un bouquin à 35 balles. Batman Catwoman,
Un DC Black Label, ça se lit en one shot, mais j'imagine qu'il faut quand même tout le background de Batman Rebirth. Hein. Je l'ai puisque j'ai lu la série, à part les 2 derniers. Mais c'est pas grave, voilà. Et puis j'ai lu son fameux Catwoman, Batman à la vie à la mort, là, donc du coup je pense avoir les bases pour m'engager dans cette lecture. Batman Catwoman, un achat d'impulsion parce que c'est du Black Label. J'adore les couvertures Black Label avec le vernis sélectif. Enfin, le dessin est magnifique. Alors par contre, je vois qu'il y a du Liam Sharp. Je suis pas un grand fan de Liam Sharp, aux grandes dames de notre ami Deviant Prod, que je salue si jamais il regarde cette vidéo. Mais c'est vrai que je suis pas un grand fan personnellement du travail de Liam Sharp, mais bon. Après là, je vois que c'est quand même assez joli. Il y a un découpage assez intéressant. Donc pourquoi pas. Et John Paul Leon, qui est un artiste que j'ai découvert sur le Batman Créature de la Nuit, que j'avais pas forcément apprécié. Ça me stresse que mes clés soient là, donc je les récupère. Donc voir ce que ça vaut, Batman Catwoman. Évidemment, j'ai acheté parce que Catwoman. Et je dois vous avouer aussi que j'ai acheté un petit peu parce que Tom King, c'est un scénariste avec lequel au début j'ai eu beaucoup de mal parce que son Superman Up in the Sky et son Batman Rebirth, c'était des œuvres que je n'ai pas compris, que j'ai eu du mal à assimiler. Mais avec la découverte de Mister Miracle, j'ai décidé de donner une seconde chance à cet artiste. Et à la base, j'étais parti acheter son Supergirl. Voilà, je vais être franc avec vous, je devais aujourd'hui acheter le Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King. Et il s'avère qu'en feuilletant le bouquin, j'ai déchanté parce que un côté beaucoup trop SF, beaucoup trop déjanté, j'ai vu une licorne de l'espace. Ça m'a pas du tout donné envie, donc je suis parti sur Catwoman. Voilà, au moins je suis en territoire conquis. Évidemment, la review qui viendra quand ce sera lu. Allez, je me dépêche parce que j'attends des invités, donc ils devraient arriver d'une minute à l'autre. À la base, aujourd'hui, je suis allé acheter des comics pour ce titre, Rogues, qui sortait justement aujourd'hui. On est en Day One, les petits gars. C'est rare que j'achète un bouquin Day One. Mais là, on est sur un projet Black Label, scénarisé par Joshua Williamson et un dessinateur que je ne connais pas, qui s'appelle Léo Max. Voilà. Et en fait, quand j'ai appris l'existence de ce bouquin, quand j'ai appris qu'il allait sortir, tout de suite, j'ai été hypé parce que les Rogues, j'adore les Lascars. Vraiment, j'adore ces personnages que j'ai appris à découvrir avec notamment le vieux Flash de Carmine Infantino et John Broome. Et puis évidemment l'excellent travail de Geoff Jones pour les réhabiliter dans un contexte beaucoup plus moderne. Donc j'adore les Rogues. Et en Black Label, en one shot, étant donné que c'est typiquement le format que j'ai envie de lire en ce moment, des trucs rapides, incisifs, et qui ne te demandent pas d'avoir un background de 150 ans de lecture, et ben voilà. Rogues, putain, j'ai très hâte. Très très hâte. Par contre, c'est Gorilla Grodd. Je me rappelais pas que Gorilla Grodd faisait partie des Rogues. 10 ans plus tôt, les Lascars se sont séparés et ont chacun suivi leur propre voie, mais le temps ne leur a pas fait de cadeau. Coincés dans un cycle incessant de prison, de cures, de désintox, de petits boulots sans avenir, ces anciens criminels en ont assez de payer pour leurs crimes passés. Heureusement, Captain Cold a un plan, un dernier casse, qui les rendrait riches, au-delà de tout leur espoir et les libérerait de leur passé. Quand ce plan implique de s'infiltrer à Gorilla City pour voler le trésor d'un Gorilla Grodd plus énervé que jamais, cela semble plus facile à dire qu'à faire. Je pense pas qu'il y ait la présence de Flash dans ce bouquin, c'est pas forcément le but, mais je trouve ça très intéressant d'aller chercher une histoire concernant les Lascars. Et ouais, bah j'ai très hâte. Très hâte, ça va être ma prochaine lecture tout simplement. J'avais dit que je le ferais, donc je l'ai fait. Le tome 2 de Flash Infinite, voilà, hâte de découvrir cette histoire. Le tome 1 m'avait assez plu, voilà. Ça, Jeremy Adams avait réussi à m'embarquer avec lui dans son délire un peu Silver Age, très respectueux de l'histoire des comics. Et, voilà, bien que l'histoire n'était pas impactante, hein, j'ai fait la review de Flash Infinite tome 1, je vous y retourne si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais j'avais dit que je laisserais une chance au tome 2. Qui plus est, il y a beaucoup de gens dans mes abonnés qui m'ont dit que le tome 2 était meilleur, ou en tout cas qu'il l'avait préféré au tome 1, donc je vous confirmerai ça ou pas. En tout cas, je vois qu'il y a Heatwave, et ça c'est cool. Retour des Lascars, j'ai hâte, j'adore les Lascars, comme j'explique. Et c'est tout. Non, il reste un petit pour la route. Un petit. Pas spécialement, parce qu'on est quand même sur un UB40, fois de plus 360 pages. Évidemment, le Geoff Jones présente Flash tome 5. Alors, je suis vraiment très très heureux de l'avoir enfin dans mes mains, ce bouquin, depuis le temps que je l'attends. Mais là où je déchante un petit peu, pour être franc avec vous les gars, c'est que ma lecture des 4 précédents tomes, elle remonte à très très loin. Et il me semble que ça faisait partie de mes lectures de maternité. Parce que je lisais le premier gosse, hein, le premier, Morgane. Hein.
En 2020, il est né en septembre 2020, il est né le premier. Et dans mes souvenirs, je lisais du Wonder Woman à la maternité, je lisais le Wonder Woman Anthology, et il me semble bien que je lisais aussi le tome 4 de Geoff Jones présente Flash. Dans mes souvenirs, on en est là. Donc, ouais, ça fait 2 ans. Est-ce que je vais seulement me souvenir de ce que j'ai lu? C'est pas forcément le cas. Alors, est-ce qu'on a un petit résumé d'Urban? Là, il serait bienvenu, je t'avouerai. Je pense que je vais commencer par lire le résumé, et si je vois vraiment que je suis paumé, je me retaperai la série. C'est ça qui m'embête, c'est de me retaper les 4 premiers. Ils sont excellents, hein, mais j'ai pas le temps, quoi. J'ai autre chose à lire, bordel de merde. C'est pour ça que généralement, tu vois, ce genre de collection, je pense qu'il vaut mieux l'acheter en one shot une fois que tous les bouquins sont sortis. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous achetez du DC Signature, ou si vous êtes intéressé par une collection limitée qui va se terminer en 4 ou 5 tomes. Vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est attendez que les 5 tomes soient sortis en vrai. Parce que tu vois, le problème, c'est que des fois, ils mettent 2-3 ans entre chaque tome, et après, tu es obligé de te retaper toute la saga. Alors, quand la saga est cool, je vois pas tu vas me dire, il n'y a pas vraiment de problème. Ben, le problème, c'est que, ben ouais, mais quand tu achètes 6 bouquins aussi à côté, faut avoir le temps, hein, les petits gars. Hein. Parce que ça, c'est vraiment passionnant. Geoff Jones présente Flash. La reprise en main de cet univers de Flash par Geoff Jones, avec ses talents comment dire, de world designer, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que le mec, il arrive parfaitement à te créer un univers, à te créer des personnages, à te les installer très tôt dans l'histoire pour venir les récupérer bien plus tard. Ce travail de jardinier qu'on évoquait avec G sur une des vidéos Aquaman, je crois, dans mes souvenirs. Ce travail de jardinier typique à Geoff Jones, de planter des graines d'un côté, de récupérer un travail de longue haleine de l'autre côté, de faire tout ça en arrosant évidemment ce qui doit être arrosé. Et ça, c'est un travail qui est minutieux et qui est parfaitement maîtrisé par Geoff Jones. Et vraiment, si je peux vous conseiller une lecture Flash, c'est ça, c'est Geoff Jones présente Flash. Donc, je suis vraiment très heureux d'avoir le tome 5 dans les mains, enfin. Alors, qui est au dessin là-dedans? J'étais pas un grand fan, par contre, des dessins sur les premiers tomes. C'était qui? Bah là, il a disparu, le dessinateur des premiers tomes. Je me rappelle plus du nom du dessinateur sur le début de run, mais en tout cas, là, il n'est plus là. On a du Howard Porter, du Stephen Cummings, du Peter Sneichberg, je connais pas, Justiniano, Drew Johnson. À part Howard Porter, je connais pas les autres. Quoi. Oh la vache, ça donne envie. Michael Turner. Là, on reconnaît parfaitement Michael Turner. C'est le Mirror Master, ça. J'ai persuadé l'avoir déjà lu. Ouais, ok. L'histoire du mystère. Ok, celle-là, oui. Le Mirror Master, là, cet issue-là, je l'ai lu dans... Ouais. C'est l'origine story du Mirror Master. Et celle-là, je l'ai lu dans le recueil Super Vilain Anthologie chez Urban. C'est pour ça que je me dis, mais ça, j'ai déjà lu ça. Ok, ben, je la relirai avec plaisir parce que celle-là, une fois de plus, pareil, une des grosses qualités du travail de Geoff Jones, c'est sa façon d'écrire les personnages, d'écrire les univers, de construire les univers, mais aussi de raconter les personnages qui vont avec, quoi. Sa grande force à Geoff Jones, c'est les origin story. Quand tu lis celle du Captain Cold, qui est dans le tome, ici, là, dans le tome 3, non, dans le tome 2, c'est le tome 2. L'origine story du Captain Cold dans le tome 2, elle est incroyable. Celle du Mirror Master ici, tu vois. Donc le mec t'amène toute une galerie de personnages. Et de temps en temps, il avait fait exactement la même chose pour les Green Lantern. Hein. De temps en temps, il s'arrête, l'espace d'un épisode, et il va te raconter l'origine story. Alors à l'époque, c'était les capots de Sinestro. Voilà, avec Bedovian, avec Arkilo, avec il y avait qui? Il y avait la nana avec ses dragons, là, et puis ces créatures féroces, là. Et puis Despotélis, mon préféré. Tu vois, et en fait, c'est ça que j'adore chez Geoff Jones quand il est de manière. Quand il reste sur le long terme sur un personnage, il va t'écrire tous les personnages qui vont avec. Tous les super vilains qui vont derrière, et ça, c'est excellent. Et cette origin story du Mirror Master, elle est aux petits oignons. Et vous la découvrirez donc dans le Super Vilain Anthologie, si jamais. Bref, voilà, donc c'était une petite vidéo achat. À la base, c'était une vidéo Nightwing Infinite. Et finalement, le titre va être trompeur parce que ça représente que 30% de la vidéo. Mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt les petits gars pour la review de tous ces bouquins. J'ai beaucoup de boulot. Hein. Voilà. Donc à très bientôt. Ciao les zincs. Prenez soin de vous, c'est le principal.